Mesdames et messieurs, bonjour. Et si Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance et le premier président de la République de Côte d'Ivoire, nous était compté par l'un de ses fidèles compagnons, eh bien, c'est à cet exercice que sera soumise l'une des dernières mémoires institutionnelles de cette tranche de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un homme politique, militant du PDCI-RDA qui aura en novembre prochain 92 ans. En avril 1959, il a été élu vice-président de l'Assemblée nationale pour la première législature. C'est le premier ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France. Mais au-delà, il a été ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice dans plusieurs gouvernements de Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Camille Ali, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, je suis heureux de vous accueillir aussi. Merci. En 26 minutes, nous allons essayer de revisiter les temps forts de la vie de Félix Houphouët-Boigny en quelques mots. Dans quelles circonstances aviez-vous rencontré l'homme? J'ai rencontré Houphouët-Boigny quand j'étais jeune. Il était médecin à Toumoudi. C'est son dernier poste d'ailleurs, avant d'entrer en politique. Et il est venu voir mon papa au village. Car mon papa et le sien étaient des amis à l'époque. Ils se fréquentaient. À ce moment-là, à distance, j'ai aperçu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, médecin, sorti major de sa promotion. Comment le médecin troque-t-il sa blouse contre la casquette d'homme politique? Il a été, puisqu'à l'époque c'était la colonisation, il n'y avait pas de pouvoir pour les Africains. Mais comme il a eu une conscience de son devoir d'enfant de ce pays, même déjà étant étudiant, il avait entrepris des démarches, des rencontres entre des gens de la même génération. Et quand il est venu comme fonctionnaire, il a commencé à Abidjan comme médecin. Très rapidement, il a essayé de rapprocher des jeunes gens, de les regrouper. On a compris cela et on l'a envoyé à la région de Mans. Comme sorte de sanction. Il n'y avait pas d'ambassadeur là-bas, c'était des militaires qui géraient. Mais il a supporté cette présence-là. Il a même fait des réunions, rencontré des gens. Boguina, vous avez entendu de Boguina, un de nos ministres, de Houphouët-Boigny. D'accord. Il était médecin là-bas et il a accouché. C'est lui qui a aidé à la naissance, je veux dire, quand je dis accoucher. Il a aidé à la naissance de Boguina. Donc, après ça, il est allé à Bangourou, à Bangourou. Il a joué un rôle important. Timboko, par la suite, il a terminé à Toumoudi. C'est à cette occasion, rencontrant mon père au village, on m'a indiqué, voilà, Houphouët-Boigny. J'ai cette image encore. Ça m'a permis d'observer davantage et de jouer le rôle que j'ai pu jouer à ses côtés. Alors justement, Félix Houphouët-Boigny rentre en politique. En 1944, il crée le syndicat agricole africain. Oui. En 1945, il est élu député. De 1956 à 1959, Félix Houphouët-Boigny est ministre au gouvernement français. Il a été dans 6 gouvernements. Que retenir de la présence de Félix Houphouët-Boigny au sein de ces différents gouvernements français? Il faut dire que la France avait à cette époque-là un grand homme d'État, la personne du général de Gaulle. Et il a aperçu Houphouët-Boigny, et ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Et ça a été une concordance dans la vision du monde africain. Et Houphouët-Boigny a été nommé ministre. Il est même allé à l'ONU représenter la France. Il a fait un grand discours à l'époque. Il était jeune, il était étudiant, on a suivi ses événements. Donc voilà un peu comment les choses ont commencé. Étant considéré dans son propre pays comme un grand homme qu'il faut écouter, qu'il faut suivre. Il a démontré aussi en France, où il a rencontré De Gaulle et d'autres personnalités politiques. Il a été écouté, il a été appelé à jouer des rôles importants. Tout ce que je peux dire dans l'immédiat.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les autres Africains dans ce gouvernement français étaient juste des secrétaires d'État, mais Félix Houphouët-Boigny, lui, était ministre plein, comme on le dit. Oui. Cela présageait déjà d'une carrière politique assez incertaine, parce que, absolument. D'accord. Alors, ce combat politique de Félix Houphouët-Boigny en 1960 mène à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit était Félix Houphouët-Boigny à cette étape importante de la vie de la nation? Il n'était pas surpris, lui, puisqu'il a travaillé dans ce sens, sachant que ça arrivera. Mais il ne voulait pas être isolé. On a créé le Conseil de l'Entente à cette époque-là, et quand le Conseil de l'Entente est réuni, quand on arrive à l'indépendance, on a commencé par le Dahomey, l'actuel Bénin. L'affaire de l'indépendance a été proclamée là-bas. Après ça a été le Niger, le Burkina Faso à l'heure actuelle, c'est dans le Volta. Et c'est le 7 août, en Côte d'Ivoire, qu'on a proclamé l'indépendance. Donc c'est dire que Houphouët-Boigny s'était organisé avec les responsables des différentes régions pour que nous soyons toujours en concordance entre nous-mêmes, pour que le monde extérieur nous respecte. C'est ce qu'il a été de faire pendant des années, et je crois qu'il a réussi. Vous, personnellement, comment est-ce que vous aviez vécu ce 7 août-là, 1960? En 1960, moi je suis déjà un homme politique. En 1957, j'avais été élu vice-président de l'Assemblée territoriale, avec les présidents IAC et autres. Et nous le suivions. Nous étions déjà aux membres du bureau politique en 1959. Donc, dans les délibérations, nous étions au courant et on essayait de travailler dans ce sens. Puis quand l'indépendance est arrivée, on a appris qu'il fallait valoir ces choses-là, faire en sorte que l'indépendance ait une signification pour nous. C'est-à-dire mobiliser tout le monde, se mettre au travail, faire en sorte que l'indépendance ait une signification pour chacun d'entre nous, chacune des populations de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il ne faut pas s'être forcé à le faire pendant des années. L'indépendance est proclamée le 7 août 1960. Le président Félix Houphouët-Boigny est élu à la tête de la Côte d'Ivoire le 27 novembre 1960. Il est réélu à 6 reprises jusqu'en 1993, date de son décès, soit à 33 ans dans le fauteuil présidentiel. Nous allons avec vous revisiter quelques temps forts de cette présence de Félix Houphouët-Boigny à la tête du pays. Sur le plan économique, Houphouët-Boigny avait fait de l'agriculture le fer de lance du développement de la Côte d'Ivoire. Pourquoi avait-il opéré ce choix-là? Mais je crois qu'il y a des raisons. D'abord, lui-même, non seulement il a été médecin, mais déjà très jeune, il avait commencé à créer des plantations. L'envie lui est venue lorsqu'il était médecin à Djiglo. Et il a senti qu'il pouvait transporter cette évolution-là dans notre région. Donc il a créé des plantations pour permettre à chacun de vivre selon l'effort qu'il fournit pour se maintenir dans la vie. Donc, il a fait une campagne, on a créé un syndicat des planteurs qui était avant même le parti politique. Et ce qui a permis à Houphouët-Boigny et à tous ceux qui l'ont suivi d'avoir des plantations qui ont permis à la Côte d'Ivoire de jouer le premier rôle en Afrique, point de vue production de cacao, de café ou autre chose. Voilà ce que je peux vous dire dans ce plan. Il a mûrement réfléchi, il a senti que sans l'agriculture, sans la structure de la terre, on ne peut rien faire. Il faut d'abord posséder, produire ce qu'on peut consommer et produire ce qu'on peut exporter pour avoir de l'argent. Les deux choses vont de pair. Vivre, et vivre bien, avec les moyens, avec ce qu'on tire de la terre. On n'avait pas d'autre chose, on n'avait pas d'industrie, on n'avait rien. Il fallait mobiliser la population vers la terre pour s'en sortir. Voilà ce qu'il a essayé de faire. Et il a réussi. On est encore gros producteur de cacao et de café. Et c'est l'image que Houphouët-Boigny laisse à la Côte d'Ivoire. Alors, vers la fin des années 70, les prix du cacao chutent sur les cours mondiaux, causant des impacts considérables à l'économie ivoirienne. Comment Félix Houphouët-Boigny ressent cette situation? Il faut faire face. Il faut convaincre, il faut persister, il faut lutter. C'est ce qu'il a fait. Et les produits sont revenus à de meilleures conditions.
Mais nous sommes dans le commerce international. Il y a des mouvements qui se dessinent selon les circonstances, selon la volonté des acheteurs, des consommateurs. On ne peut pas paraître totalement à tout, mais il faut résister. Ce qu'il a essayé de faire, il a réussi à le faire. Nous sommes encore gros producteurs. Je pense à l'acteur, il y a quelques difficultés pour les planteurs. Les prix ont baissé. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à exercer cette profession-là. Là, je peux vous dire, il faut nous donner l'exemple de la résistance, la volonté de continuer à produire. C'est ce qu'il a fait et je crois que beaucoup de gens l'ont imité et nous sommes fiers du rôle joué par Houphouët-Boigny dans ce domaine aussi. Alors, pour le développement de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny avait également choisi d'investir dans l'éducation. Est-ce que vous vous rappelez des actions majeures qu'il a eu à poser dans ce secteur-là? Bien sûr. Nous sommes le produit de cela. Moi, j'étais déjà au lycée à Dakar depuis les années 41-42, mais en 46, alors qu'il est venu au pouvoir en 45, il a décidé d'envoyer des jeunes en France. Donc, on appelle les étudiants en France pour faire des études. Il n'y avait pas de lycée, de collège en Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique occidentale, il n'y avait que le Sénégal qui avait 2 lycées, à Saint-Louis et à Dakar. Moi-même qui étais au lycée, j'étais à Dakar. Mais en 1946, il a décidé d'envoyer, avec l'accord du gouvernement, envoyer des jeunes en France pour faire des études. Et on compte les Jean Bani, Koné Amadou, beaucoup d'autres. Et nous sommes revenus pour être au service de la Côte d'Ivoire, selon nos possibilités, nos moyens. Et là, c'est continu. On peut également citer la création de grandes écoles comme l'INPHB. Oui, même les lycées et tout ça, l'université a créé des grandes écoles. Yamoussoukro, à l'époque, beaucoup de pays venaient à Yamoussoukro faire leurs études, les techniques, etc. Alors, Félix Houphouët-Boigny également avait décidé de faire des infrastructures, l'une de ses priorités. On l'appelait à juste titre le bâtisseur. Pourquoi s'était-il inscrit dans cette vision? Parce qu'il connaissait son pays. Il souhaitait l'évolution de son pays. Et on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire et souhaiter que le pays. Ce n'est pas la politique de Houphouët-Boigny. La politique a été appelée par son peuple pour l'aider à évoluer. Il a compris cela. Ce sont les conditions d'une évolution d'un pays qui devient indépendant. Il faut des ressources, il faut des moyens, pour une mobilisation, une compréhension des vrais problèmes de ce pays-là. Sinon, on n'est pas un pays. On est, à un moment donné, appelé à disparaître si on ne réalise pas, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projection même dans la vie d'un peuple. Vous, en tant que ses collaborateurs, est-ce que vous n'étiez pas un peu souvent dérouté par ces projets tels que par exemple la Basilique de Côte d'Ivoire, la fondation de grands projets qui à cette époque-là déjà étaient des projets qui s'inscrivaient tant dans la qualité que dans la durée? Oui, mais parce qu'il était très prévoyant. Il y a le matériel, il y a le spirituel. Il faut pas y avoir un croyant. Et il a essayé de faire travailler tout le monde pour que chacun soit en état d'accomplir des devoirs propres. Mais il a décidé aussi, en tant que responsable, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire évolue dans tous les domaines, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit social. C'est l'ensemble de tout ça qui constitue la Côte d'Ivoire. Il a été clairvoyant. Il a touché à tout. Le plan religieux, c'est tout à fait normal dans un pays. Nous sommes des croyants. Et il faut rendre à Dieu. Dieu nous permet de vivre, de faire quelque chose, mais en agissant aussi pour que le plus grand nombre puisse comprendre que Dieu est tout pour nous. Dieu est tout pour nous. Dieu était également tout pour Houphouët-Boigny. On l'appelait l'apôtre de la paix. Selon vous, pourquoi Félix Houphouët-Boigny courait tant derrière la paix?
Parce que sans la paix, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avenir. La paix, c'est l'entente. Il faut se supporter mutuellement, il faut se comprendre, il faut se protéger. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Si on est divisé, on est en période, on ne peut rien faire. La paix conditionne tout. Félix Houphouët-Boigny réglait plein de crises, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Vous étiez l'un de ses proches collaborateurs. Oui. On vous sait très discret. Est-ce qu'à un moment donné, Félix Houphouët-Boigny vous impliquait dans le règlement de ces conflits-là, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays? Oui, j'ai été ministre des Affaires étrangères et j'ai joué quelques rôles sous la conduite de Houphouët-Boigny. Alors je pense que c'est cela. Houphouët-Boigny a cessé de rassembler tout le monde. D'abord nos frères de la sous-région et puis au-delà. Houphouët-Boigny était l'ami de tout le monde, l'ennemi des personnes. Quand je vois le président Houphouët-Boigny, je l'ai accompagné après l'indépendance en visite officielle aux États-Unis. C'était du temps de Kennedy. Il a accueilli Houphouët-Boigny en tant que grand homme. On a visité l'Allemagne, on a visité beaucoup de pays. Je l'ai représenté en Chine. Les Chinois sont venus ici, m'étaient âgés, et on a invité, c'est moi qui l'ai remplacé, j'ai accompagné le monde. Donc, j'ai essayé de créer un monde de paix et de concorde, d'amitié, avec tout le monde. Ça a été, Houphouët-Boigny, un homme de paix. Félix Houphouët-Boigny n'avait pas que des amis, il avait également des adversaires politiques. Alors, sans dévoiler des secrets, quelles étaient ses stratégies pour toujours rester le maître du jeu, je dirais le jeu politique? Parce qu'il ne répond pas à la colère par la colère. Il pense parce qu'il est croyant, il se dit, ils comprendront. Soyons patients. Soyons patients. Et il fait tout pour que les gens réalisent qu'il n'a rien contre personne, il n'en veut à personne, et qu'il est croyant, qu'il est le frère de tout le monde, l'ami de tout le monde. Ça a été sa force. On appelle l'apôtre de la paix. Jusqu'à son décès, il était président du PDCI RDA. Et comment est-ce qu'il gérait les crises en interne? Il y a eu des évolutions. Il y a eu des jeunes, à un moment donné, qui ont été dans l'opposition, il y a eu beaucoup de choses. Et parfois même, je peux citer des exemples, mais je ne veux même pas les citer, pour ne pas dévoiler des choses. Mais il a toujours pensé que la paix finira par venir, que ses frères, ses enfants, ses petits-enfants finiront par comprendre le message de paix qu'il véhicule. Il faut prier pour que tout le monde se comprenne. Ça a été son cas. Je ne veux pas citer des exemples, mais il y a eu beaucoup de choses. Si les exemples, il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui vivent encore, et même qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas donner d'exemple, mais vous me comprenez. D'accord. Alors, vous aviez la chance d'être l'un des fidèles compagnons de Félix Houphouët-Boigny. Qui était l'homme en dehors de la scène politique? C'était un père de famille. Et puis, il était chef de canton. Il connaît la tradition africaine. Puis ses fonctions de médecin lui ont permis d'aller un peu partout, en dehors de Baoulé. Et puis, sa formation. Il avait des relations avec tous les chefs. Le vieux Gon Coulibaly de Korogo considérait Houphouët-Boigny comme son fils. C'était l'exemple, un peu partout. Comme il était le même chef de canton, il a pu investir ce secteur-là pour que tout le monde comprenne qu'on a une mission à accomplir sur la terre. Et ceci a fait beaucoup de choses. Houphouët-Boigny a eu beaucoup de relations avec les aînés qu'il fréquentait. Puis les gens de sa génération permettaient d'échanger sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Ça a été sa mission, sa façon d'aborder les problèmes. Ses camarades de promotion, à l'école de médecine, certains étaient des responsables politiques. Il était en rapport avec eux. Certains le venaient de voir ici. Alors, on disait de lui qu'il était très généreux. Est-ce que vous aviez des anecdotes sur cette valeur qui le caractérisait? Très généreux. Très généreux. Oui, mais je cite un exemple.
Houphouët-Boigny, je le dis aujourd'hui parce qu'il ne fallait pas le dire, avec Mandela. C'est lui qui aidait Mandela quand Mandela est malade. C'est Houphouët-Boigny qui payait les frais d'hospitalisation et autre chose. Un exemple, c'est loin de chez nous. Qui pensait que Houphouët-Boigny aurait pu, l'Afrique du Sud, à l'époque où Mandela était chose. C'est la même chose partout, autour de nous, même si certains pays, certains responsables étaient contre, mais il avait des relations avec la tradition de ces pays-là, les chefs et tout ça, et ils le comprenaient parfaitement. Mais tous ceux qui à l'époque doutaient un peu, Philippe a dit au fond, il ne nous en veut pas du mal. Il est avec nous, il nous comprend. Il n'a pas eu d'ennemi, parce qu'il n'y a jamais cru. Il a cru à la fraternité, à l'amour. Alors, après les assises du 8e congrès ordinaire du PDCI-RD en octobre 1985, et au cours d'une de ses plus brillantes conférences de presse qui a par ailleurs duré 5 heures de temps, à la question d'un des nombreux journalistes venus à cette conférence-là, sur ses mémoires, Houphouët répondit à ce dernier, Jésus-Christ et Mahomet n'avaient pas écrit un seul mot, mais ils étaient les hommes les plus lus au monde. Absolument. Qu'il n'avait pas lu, Houphouët-Boigny a écrit ses mémoires, ses disciples le feraient à sa place. Vous aviez sorti une œuvre de 232 pages sur Félix Houphouët-Boigny. Que peut-on retenir de cette œuvre-là? J'ai essayé de traduire ce que j'ai vécu auprès de Houphouët-Boigny, ce qu'il a été pour moi et pour beaucoup de jeunes. C'est ma version, moi, n'est-ce pas? Mais il y a eu d'autres, peut-être, et d'autres viendront encore. Alors, mes disciples écriront après moi, c'est ce qu'il a dit. Vous aviez écrit après Houphouët, et ça dit que vous êtes un disciple d'Houphouët. Je suis plus qu'un disciple. Et nous sommes fiers d'avoir été à ses côtés, d'avoir appris à aimer aussi, à aider, à prier. Fier d'avoir côtoyé Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire également a été fière de l'avoir comme premier président de la République de Côte d'Ivoire. Merci Monsieur Camille Ali pour cette interview. Chers téléspectateurs, c'est ici et que prend fin cet entretien témoignage avec l'un des plus proches collaborateurs et compagnons de Félix Houphouët-Boigny. Très bonne fête de l'indépendance à vous et bonne suite de programme sur RTI 1.